Tout d'abord, un grand merci pour les deux conférenciers. Pour le premier exposé, pour moi, c'est une remarque constructive. Je pense que vous n'avez pas assez insisté sur le télétravail. Quelqu'un qui fait le télétravail, la vitesse économique est totalement changée, puisqu'il reste chez lui. Il ne se déplace pas. Or, il y a tout des transmissions par Internet, je dois le reconnaître. Et deuxième petite question rapidement. Vous avez abordé les transports aériens. Je pense qu'une ville comme Lyon, il aurait fallu parler des téléphériques. Merci. Oui, alors je ne parlerai pas du téléphérique. Comme on dit dans Astérix, téléphérique, ta vie ne tient qu'à un fil. Donc, sur le télétravail, vous avez raison, ça va se développer. Il y a une enquête très intéressante qui a été faite le 19 décembre à Paris, jour de grève. Ce jour-là, on a enquêté plus de 1000 personnes représentatives sur qu'est-ce qu'elles ont fait. Qu'est-ce qu'elles ont fait ces périodes. 82% sont allés au travail. La plupart en prenant, pas les transports en commun, il n'y en avait pratiquement pas, mais soit la voiture, soit la marche à pied. Beaucoup de marche à pied. J'y étais à Paris ce jour-là, j'ai fait 1h30 pour aller à ma réunion. Et un peu de vélo, pas énormément. Donc c'est la voiture et la marche à pied qui vont. Sur le télétravail, le problème, c'est que vous ignorez l'effet rebond. Mon collègue Jean-Philippe Antony, de l'université de Dijon maintenant, a fait un modèle fondé sur Besançon, où toute la population de Besançon est représentée. Chaque ménage est représenté, avec la profession, avec le lieu de travail, le lieu d'habitation, etc. Tout ça est anonymisé, bien sûr. Et il a rentré dans le modèle l'hypothèse que 30 à 40% des gens peuvent télétravailler 2 à 3 jours par semaine. Résultat, 20% d'émissions de CO2 en plus. Alors il s'est dit, Jean-Philippe, mon modèle est faux. Donc il est honnête, Jean-Philippe. Il est retourné dans son modèle, il a gratté, son modèle est juste. Parce que ce qui se passe quand vous télétravaillez, c'est que vous avez de la souplesse dans votre temps. Et comme vous avez de la souplesse, eh bien vous allez faire rebondir vos activités. Donc vous vous levez à 6 heures, vous commencez à vérifier vos emails. Ensuite, vous préparez le petit déjeuner, vous emmenez les enfants à l'école. Vous n'allez pas optimiser votre trajet. École, travail, les courses le soir, les enfants, je reviens. Non, vous revenez chez vous. Vous remettez le chauffage, CO2. Vous faites un café, vous travaillez, et puis après, vous prenez votre voiture, parce que vous n'allez pas courir autour de chez vous, non. Vous allez courir dans une salle de sport. Donc vous allez en voiture à la salle de sport, là vous allez courir pendant 1 heure, vous revenez chez vous, vous remettez le chauffage, un peu de café, etc. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'on le voit aujourd'hui. Je discutais l'autre jour avec une entreprise qui a beaucoup de télétravailleurs. Je précise que c'est essentiellement les cadres, hein, parce que quand vous êtes serveur dans un restaurant, c'est difficile de télétravailler. Il m'a dit, j'ai un problème avec le télétravail, c'est que mes salariés travaillent trop. Le télétravail empiète sur leur vie privée, parce que c'est difficile de ne pas aller voir ses emails. Aujourd'hui, vous voulez contacter un collègue, il faut lui envoyer un email le dimanche soir. Parce que c'est là que les gens regardent leurs emails. Vous avez quelque chose qui est connu chez les médecins du travail, qui s'appelle le stress du dimanche soir. Parce que le dimanche soir, il faut que vous arriviez au boulot le lundi matin, et il ne faut pas que vous ayez de retard. Donc si par hasard le chef il a envoyé un mail ou un collègue le dimanche, et dès le dimanche après-midi, on s'en va au travail. Donc, bien sûr, vous avez raison, le télétravail va se développer, mais croire que le télétravail va permettre de réduire la mobilité, c'est une erreur. J'ai un collègue qui dirige une revue, il travaille chez lui tout le temps, il fait tout chez lui. Il est seul dirigeant de cette revue. Eh bien, quand arrive le week-end, il disait, il est un peu âgé maintenant, il disait à sa femme et à ses enfants, vite, on va se promener. Et sa femme, elle qui travaillait à l'extérieur, elle voulait rester. Mais vous voyez, vous restez 5 jours par semaine à la maison, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir le week-end. Donc vous voyez, il ne faut pas oublier que le télétravail, c'est une liberté supplémentaire, et donc cette liberté entraîne des activités supplémentaires et finalement une contrainte. C'est exactement la même chose que le téléphone portable. Téléphérique. Vous savez pas utiliser le téléphérique? Je vais répondre simplement. Un téléphérique, les capacités sont quand même relativement faibles. Donc, on est à peu près sur la capacité d'une ligne de bus. Alors, mais il y a quelques axes. Ça peut avoir du sens sur certains axes. Bonjour. Merci, c'est très intéressant et très passionnant. Par rapport à ce qui pourrait se passer en France ou au niveau de l'échelle européenne sur les stratégies nationales bas carbone ou le pacte vert qui démarre avec aussi des objectifs significatifs de réduction de CO2, vis-à-vis du monde du transport, est-ce que vous avez des recommandations entre l'électromobilité, les carburants renouvelables, le biogaz, l'hydrogène? Est-ce que vous avez pu concrétiser un certain nombre de choses
difficile à partager? Alors, donc, je ne suis pas ingénieur, hein, donc je ne peux pas vous répondre précisément là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux choses. Il y a une immense opération de greenwashing. C'est-à-dire les producteurs de gaz disent « Ah ben nous, pour les camions et les bateaux, on est quand même mieux que le... » C'est vrai que c'est mieux que le fuel complètement soufré. Donc on voit bien que chacun essaye de se positionner. La petite remarque que je vous ai faite tout à l'heure sur le véhicule électrique, c'est pour vous rappeler que la stratégie nationale bas carbone, elle dit zéro émission carbone du réservoir à la roue, pas du puits au réservoir. Donc quand je vous disais qu'on tombe à zéro émission carbone, il y aura des émissions qui seront faites à l'étranger, parce que les batteries, elles sont faites à l'étranger, et éventuellement recyclées à l'étranger. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce qui est prêt, parce que les ingénieurs et l'Europe y travaillent depuis 10 à 15 ans, c'est le véhicule électrique. Voilà. Ça va se développer, on peut être pour, on peut être contre. Les constructeurs, maintenant, sont obligés de le faire à cause des normes d'émission. Donc, le véhicule électrique va se développer. L'hydrogène est une solution qui est aussi assez performante, mais ce qu'ils nous disent les constructeurs, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Peut-être dans 15 ou dans 20 ans, peut-être commencer tout de suite avec des locomotives ou des gros véhicules, mais que ça va poser un problème dans un certain temps. Et puis, ce que proposent certains, qui n'est pas encore... c'est qu'on va garder des systèmes de fuel. Parce que l'intérêt du fuel, c'est la puissance massique. C'est-à-dire que si vous mettez une pile à hydrogène dans un avion, ben, ça prend tellement de place qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les passagers. Alors qu'avec le fuel, avec l'équivalent d'une brique de lait en fuel, vous pouvez faire plusieurs kilomètres avec un avion. Voilà. Donc le problème, c'est ça. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est les e-fuels. C'est-à-dire mais c'est pas tout de suite, hein. Moi je serais mort d'ici là, mais c'est des fuels qui seront des fuels de synthèse, où on va refabriquer des carburants, mais de synthèse, avec du CO2, avec de l'hydrogène. On va capturer du CO2, avec de l'hydrogène, etc. Le problème de tout ça, moi je redeviens économiste, c'est le coût. Voilà. Et l'hydrogène, c'est pareil. Le rendement, alors il y a des problèmes de rendement, ça c'est les ingénieurs, et les économistes disent, mais attendez, il va falloir faire de l'électricité, puis le transformer en hydrogène, puis à partir de là, il va falloir le stocker, puis peut-être retransformer l'hydrogène en électricité. Vous voyez, ça pose des questions. L'intérêt de l'électrique, c'est que son rendement est excellent. Une voiture électrique, c'est bien meilleur qu'un rendement, parce que le moteur thermique, il fait beaucoup de chaleur avant de faire du mouvement. Tandis que le moteur électrique, presque tout part en mouvement. Donc du réservoir à la roue, il n'y a pas mieux que l'électricité. Et tous ceux qui conduisent des voitures électriques vous disent que c'est absolument génial. Par contre, qu'est-ce qui se passe du puits au réservoir? Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'électrique, on y va, mais croire que l'électrique, à lui tout seul, va tout résoudre, dans l'étude qu'on avait faite il y a 20 ans, enfin 15 ans maintenant, on disait bien, si on veut atteindre la neutralité carbone, ou on disait à nous la division par 4 des émissions, il faut faire la moitié du chemin avec des progrès technologiques, électrique ou quelque chose d'autre, et il faut faire l'autre moitié avec l'évolution des comportements. Et c'est ça le plus difficile, surtout dans un pays où on a un truc qui s'appelle les gilets jaunes. Et je ne vois pas un gouvernement demain matin dire « Allez, je vais augmenter les taxes carbone sur les voitures ». Oui, je vais rapidement. Il y a une chose qui est claire aussi, c'est quand on parle de gestion de la mobilité, un bouchon de véhicule électrique, c'est à peu près la même efficacité qu'un bouchon de véhicule diesel ou à essence. C'est toujours une occupation de 1,2 personnes dans les voitures, avec une taille de voiture à peu près de 5 mètres. Et là-dessus, il y a beaucoup de réflexions à faire sur la mobilité urbaine et les différents modes de mobilité. Et là, clairement, ce qu'on appelle les modes actifs, tout ce qui est marche, vélo, etc., a clairement une place à trouver dans le mix, parce que là, on parle de changement de comportement, mais c'est quelque chose qui permet de résoudre énormément de problèmes de mobilité, surtout sur les petites distances. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi il ne faut pas oublier la massification. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un bus avec beaucoup de gens dedans. Et c'est un petit peu le paradoxe d'Uber, parce qu'on voit Uber se développer, et tout le monde se dit « Ah, super, nouvel système de mobilité, j'ai mon smartphone, je me déplace, etc. » Mais quand on fait les études de comportement, on se rend compte qu'une grosse partie de la clientèle d'Uber vient des transports en commun. Et donc on se retrouve avec un système paradoxal où on a plus de voitures, parce qu'il y a plus de conducteurs, notamment aux États-Unis où il y a énormément de conducteurs, qui se déplacent finalement pour plus cher, et en faisant perdre de l'efficacité à ce qui avait été prévu 20 ans avant, qui étaient les lignes de métro ou les lignes de bus. Allez, je vais par là. De ce côté-là. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler du bateau?
Je pense entre autres aux gros bateaux de croisière, mais pas seulement, aussi peut-être des navettes sur le Rhône. On a beaucoup de côtes autour de notre territoire. Est-ce que ça pourrait être utilisé beaucoup plus que ça ne l'est actuellement, et peut-être aussi d'autres déplacements sur l'eau? Est-ce que c'est encore un mode de déplacement, les bateaux de croisière? Les bateaux de croisière, vous savez que ça progresse énormément. La croisière est un mode de tourisme où on se déplace, en même temps on fait des activités qui marchent très très bien, tellement bien qu'il faut qu'ils sont en train d'obligés de changer les systèmes. Vous savez qu'à Marseille, ils sont en train de changer là où s'amarrent les bateaux. Et ça apporte beaucoup d'aides, parce que vous avez quand 1000, 2000, 3000 personnes qui descendent du bateau à Marseille pour une journée pour aller acheter, ça fait beaucoup de clients. Donc les commerçants sont très contents. Et ces bateaux, ils restaient en fonctionnement avec le moteur diesel qui tournait en permanence. Donc ils sont en train de faire un branchement électrique pour obliger ces bateaux à arrêter les moteurs quand ils sont dans la ville pour ne fonctionner qu'avec un branchement électrique. Ce qui suppose de faire des investissements aussi sur le bateau. Donc la croisière, ça va se développer pour une raison simple, ça s'appelle la préférence pour la variété, et ça s'appelle les temps de déplacement courts. C'est-à-dire qu'en 8 jours, vous faites la totale. Vous prenez l'avion vous pose à un endroit, vous faites un tour en bateau, où vous avez dans le bateau plein de choses extraordinaires, sans compter les casse-croûtes, voilà, et vous rentrez chez vous, vous avez vraiment fait en 8 jours, vous avez eu un dépaysement bien beaucoup plus fort que si vous allez à Brinda chez votre vieille tante. Hein. Voilà. Donc ça marche. Par contre, le transport par bateau sur le Rhône, alors je suis désolé de vous le dire, c'est une chimère. Pour une raison simple, c'est que, c'est le même que le téléphérique, c'est que le débit est très faible. L'autre jour, j'ai fait un footing à Paris, le long de la Seine, et il y avait le bateau-bus qui passait. Et vous voyez comme je suis en footing à la vitesse où je vais. Hein. Eh bien, le bateau-bus, il allait à la même vitesse que moi. Parce qu'il allait plus vite, hein, mais il fallait qu'il s'arrête. Et puis qu'il fallait qu'ils sortent les passagers, qu'ils sortent difficilement d'un bateau. Si vous avez été à Venise, vous savez ce que c'est. Puis après, il faut faire rentrer les autres. Puis après, il faut redémarrer. Et l'eau, c'est un obstacle. Ça démarre beaucoup moins vite qu'un RER, un bateau. Et ça charge beaucoup moins de personnes. Donc, c'est bien pour les touristes. C'est bien d'avoir un petit bateau-bus à Lyon pour aller à Confluence. Mais c'est du gadget. Voilà, c'est du gadget parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est les flux. Alors, quand vous allez visiter Delphes, qui est une petite ville merveilleuse, vous avez des petits bateaux, on se tient à 6 à l'intérieur, parce qu'il faut passer sous les ponts comme ça, c'est génial. En tant que touriste, c'est génial. Alors, pour aller au boulot, non. Bonsoir. Dans vos différents modèles, vous avez jamais parlé de la qualité de service. Et par exemple, effectivement, mettre plein de passagers dans un bus, c'est très intéressant. Mais peut-être que si la qualité de service était meilleure, il y aura peut-être plus de gens qui proposeraient cette solution. C'est une excellente question. Et effectivement, la qualité de service s'évalue de différentes façons. Il y a d'abord l'opérateur qui va voir comme qualité de service finalement les flux qu'il propose, l'offre de déplacement. Et ensuite, il y a l'usager qui va voir comme qualité de service, je mets à part tout ce qui est confort, etc., qui va voir le temps de parcours que l'option va lui proposer. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, à Barcelone, il y a maintenant 5-6 ans, ils ont complètement réorganisé le réseau de bus en entier, avec une idée assez révolutionnaire finalement pour un système de gestion de bus, parce qu'on a l'habitude de construire des réseaux de bus sur le modèle de point à point, en pensant que les gens détestent changer de bus. Donc ce qu'il faut, c'est donner des trajets en bus, de regarder un petit peu toutes les directions qui peuvent être créées dans une agglomération, et puis essayer de mettre des lignes de bus sur chaque direction. Et en fait, ça, c'est au final très coûteux, parce que vous avez beaucoup de lignes qui s'entrelacent, et au final, comme vous avez un budget limité, là où vous avez, pour rester dans vos coûts, vous réduisez la fréquence. Et il n'y a rien de pire pour justement le niveau de service que de réduire les fréquences. Et toutes les lignes de bus où vous avez un bus tous les 10, 12, 15 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant du point de vue de l'usager. Et en fait, ce qu'ils ont fait à Barcelone, c'est qu'ils ont complètement refondu le système en disant, sur 2 principes. Premier principe, il va y avoir beaucoup moins d'arrêts de bus. Donc les gens vont marcher plus pour aller à l'arrêt de bus. Et ensuite, on va faire un réseau très simple, on va faire un réseau maillé, rectangulaire, avec des lignes horizontales, des lignes verticales. Alors la ville se porte un petit peu à cette organisation, mais quand même. Et qu'est-ce qu'on va... Et donc, on va faire ça, mais en même temps, on va mettre beaucoup plus de bus sur chaque ligne. Ce qui fait que
les fréquences sont beaucoup plus élevées, du coup les transferts sont beaucoup moins pénalisants, puisque comme les fréquences sont élevées, vous pouvez descendre d'un bus et en reprenant un très rapidement. Et en fait, si vous combinez ce système-là avec un petit peu plus de marche à pied, vous avez un système qui, en termes d'efficacité, est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'ils ont un taux de transfert qui a explosé, alors qu'avant les gens ne transféraient pas du tout, qui a explosé par plus de 60%. Mais en plus, vous avez 15% de plus de gens qui prennent le bus maintenant, grâce à cette organisation, tant bien même que l'offre a l'air d'être réduite, puisqu'il y a moins de lignes de bus et il y a moins d'arrêts de bus. Oui, bonjour, bonsoir. Vous avez présenté le transport fluvial avec une pirouette un petit peu, de manière pas très flatteuse. Je voudrais simplement vous pousser un petit peu sur ce point-là. Vous n'allez pas être déçus. Aujourd'hui, une barge fluviale qui part de Marseille-Fos, je crois qu'elle met 36 heures à peu près pour venir jusqu'à Lyon, 24 heures dans l'autre sens. Sur une barge fluviale, on met environ 180 poids lourds. Donc c'est 180 poids lourds qu'on n'a pas sur la route. Donc ce qui est la difficulté aujourd'hui, un peu la limite du transport fluvial, c'est qu'il est captif et qu'en cas de problème, on ne peut pas renvoyer sur un autre réseau. Par exemple, une barge qui se coince dans une écluse, toutes les barges qui arrivent derrière sont coincées. Mais est-ce que pour autant, avec des modes de gestion peut-être un peu plus innovants, plus modernes, on ne pourrait pas, sans prétendre reporter tous les camions sur la voie fluviale, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un mode de transport sur certains axes, et notamment sur le grand gabarit, en faire un mode de transport qui prenne toute sa place et qui soit valorisé à sa juste capacité? Oui, on a fait des études de laboratoire là-dessus il y a pratiquement 30 ans, 92-93, notamment pour les voies navigables de France. Je vous donne quelques chiffres quand même. Si vous prenez la navigation sur le Rhin, qui est un don des dieux, j'ai appris d'Alain, 1000 km, 3 écluses, quoi. Le trafic ne cesse de baisser sur le Rhin. Et puis, autre problème qu'on ignore, c'est l'étiage. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jours dans l'année où il faut réduire le poids des bateaux, parce qu'autrement, ils ne passent pas. Sur le Rhône, en 2003, 80 jours par an, le Rhône n'était pas navigable. Au printemps, parce qu'il y avait eu des pluies torrentielles, donc le tirant d'air était trop faible, il y avait trop d'eau, et ça passait plus sous les ponts. Et l'été, c'était la sécheresse. Donc le tirant d'eau était trop faible. Donc la voie d'eau a beaucoup de défauts, surtout quand elle est doublée par une voie ferroviaire. Vous allez le long du Rhin, vous regardez, il y a une voie ferroviaire rive gauche et une voie ferroviaire rive droite. Voilà. En plus, ils ont investi beaucoup d'argent là-dessus, y compris les Hollandais avec la Betuwe-Line. Voilà. Donc ce que vous observez, c'est que de Rotterdam, il y a beaucoup de bateaux, il y en a beaucoup plus que sur le Rhône et la Saône, c'est bien, vous voyez ça. Mais quand vous regardez les statistiques, sur 10 ans, le trafic ne cesse de s'effondrer. Et quand vous regardez le gain du transport ferroviaire allemand, je vous ai montré les chiffres pour la France. On a fait moins 40% en fret ferroviaire depuis 2000. Alors, on est à 30 milliards de tonnes kilomètres, alors que le ministre Guesso, il y a 22 ans, disait on va être à 100 milliards. On était à 55, on est tombé à 30. Les Allemands, dans le même temps, ils sont passés de 75 à 115. Ils ont fait plus 40%. Ils n'ont pas pris 1% de part de marché à la route. Tout ce que le ferroviaire allemand a gagné, il l'a pris à la voie d'eau. Et donc, vous voyez, bien sûr, techniquement, vous avez raison, on pourrait faire beaucoup mieux sur la voie d'eau que ce qu'on fait, comme sur le ferroviaire d'ailleurs. Mais les chiffres sont là en tendance longue. Voilà, c'est pour ça que personnellement, si vous me parlez du canal Seine-Nord, je vous dirais que c'est le projet le plus stupide qu'on puisse imaginer, quoi. Oui, bonsoir. Vous avez dit 2 mots sur le ferroutage, mais juste 2 mots. Oui. Certains pays ont quand même trouvé cette solution intéressante. Oui. En France, apparemment, c'est pas le cas. Donc vous avez dit que ça a été un échec. Effectivement, c'est un échec. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi c'était un échec? Et est-ce que, pour les années qui viennent, on peut penser que quand même la France va rentrer un peu dans ce mode de transport? Juste, je vais essayer d'y répondre à cette question, mais juste pour vous donner un chiffre qui est quand même relativement important, c'est qu'une voie d'autoroute, une seule voie, c'est 900 à 1000 camions par heure, avec une totale flexibilité. Juste pour donner un chiffre à comparer à 180 camions sur un bateau. Et donc on a une attractivité de la route, outre le coût qui est extrêmement bas, qui est extrêmement fort en termes de flux. Voilà, donc la première réponse à cette question, c'est ça, c'est que la route fait des progrès de productivité énormes, qu'elle est attractive. En France, il y a pratiquement 0 congestion sur la route, ce n'est pas le cas en Angleterre ni en Allemagne.
Le ferroutage, il y a des choses qui fonctionnent en France. Il y a les trains Bétambourg-Perpignan, Luxembourg jusqu'à la frontière. Il y a 4 trains par jour. On met des caisses ou des remorques sur les trains. Et ceux-là, ils roulent à 80 km/h et ça marche. Mais ça représente quelques centaines de caisses par jour quand on a des débits de plusieurs dizaines de milliers de poids lourds qui fonctionnent sur les autoroutes. Si vous voulez faire de la massification et du ferroutage qui fonctionne, il faut qu'il y ait de la vitesse et il faut qu'il y ait des sillons réservés. Or, la règle en France, c'est qu'on réserve les sillons aux voyageurs. Et on avait une voie réservée sur la rive droite du Rhône, on y a mis des trains de voyageurs, alors qu'elle était réservée aux fret. Et quand vous entendez la région Rhône-Alpes, la région Occitanie, etc., qu'est-ce qu'ils disent? On veut de plus en plus de TER qui arrivent dans la gare de Matabiau à Toulouse, dans la gare Pardieu à Lyon. Donc si vous augmentez le nombre de TER, mécaniquement, vous réduisez la place pour les sillons. Donc les ministres, à différentes occasions, m'avaient demandé de travailler là-dessus, sur la question des sillons, etc. Vous vous apercevez que le fret ferroviaire, il a des boulets aux pieds. Il a des boulets sociaux, parce que le temps de travail des conducteurs est faible, parce que la lourdeur des mécaniques est importante. Il y a 20 ans, je me souviens, Philippe Citroën était directeur de la stratégie de la SNCF, 23 ans, et il me disait qu'il avait dit à Louis Gallois, on va faire une chose très simple ce matin, on va demander le nombre de trains calés. Un train calé à 10h du matin, un train calé, c'est un train qui est arrêté parce qu'il manque le conducteur ou il manque quelque chose. Et ils étaient à plusieurs centaines de trains calés tous les jours à 10h du matin parce que les trains de fret, ils s'arrêtent régulièrement pour laisser passer les trains de voyageurs. Donc le fret marche très très bien aux États-Unis parce qu'il y a sur les voies ferrées américaines une priorité fret. Et si vous avez traversé les États-Unis en train de voyageurs, je vous conseille, j'ai jamais fait, ça coûte très cher, ça prend 8 jours. Et vous vous arrêtez, c'est délicieux, c'est comme le transsibérien, un peu plus chaud. Donc, mais voilà, donc on a mis les voyageurs sur les trains, on a bien fait, on veut le développer, et mécaniquement, vous pénalisez le ferroviaire, sauf à faire des sillons bien réservés, comme le ferroutage. Voilà. Donc le ferroutage, il demande de la longue distance, et les flux de marchandises ne sont pas très nombreux à faire 500 ou 1000 km. Les camions font en moyenne 100 km. Parce que les marchandises aujourd'hui, elles ne vont pas de Rotterdam jusqu'à Lyon. Elles vont de Rotterdam, elles sortent, ensuite elles sont dépotées, et puis une palette par ici, une palette par là, dans un camion qui ne va pas à Lyon, qui va dans un entrepôt. Et là, on rééclate la palette, et on met un colis de ce côté, un colis de ce côté, et ensuite ça repart. Et donc la logistique moderne, c'est que les marchandises font des sauts de puce d'entrepôt en entrepôt, et ça, le ferroviaire, il ne sait pas faire. C'est pour ça que je le dis depuis 20 ans, les chiffres me donnent raison. Le ferroviaire peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait, notamment en France. Et les opérateurs privés, qui font maintenant 40% du marché, ont prouvé qu'on pouvait faire quelque chose. Mais d'aller croire que le ferroviaire va pouvoir faire baisser le trafic routier, ça, c'est une erreur. Très bien. Est-il une dernière question? Parce que voilà, on est tenu par l'horaire. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, pour que le GIGN démarre pas. Le GIGN, carrément. Moi, ma question, elle porte sur les cars, on va dire les cars Macron. Le fait que si vous voulez aller à Paris, vous prenez un car, ça vous coûte 10 €. Vous prenez le train, ça vous coûte 90 €. Alors forcément, tout le monde prend le car. Non. Non. Eh ben, tout dépend du milieu que vous fréquentez. Voilà, voilà. Milieu, tout le monde prend le car. Oui, voilà. Donc tout dépend du coût généralisé. Ça me prend en car, ça va me prendre 6 heures, plus le coût, 10 €, pardon. Donc effectivement, ça va me coûter relativement peu. C'est 1 heure de travail, 10 € plus 6 heures, ça me coûte 7 heures. Et si vous prenez le TGV, ça vous coûte 2 heures de transport et puis les heures de travail. Et ce que vous observez, c'est que sur Lyon-Paris, vous avez à peu près, on va dire, quelques milliers de voyageurs par jour en bus, en autocar, et vous avez quelques dizaines de milliers en train. Donc tout le monde prend le train. Et effectivement, ceux qui ont un pouvoir d'achat limité, les étudiants, des retraités, des captifs ou des gens qui ont du temps libre, voilà, prennent l'autocar. Mais vous savez que les autocars en France, aujourd'hui, les autocars, c'est à peu près 2 milliards de voyageurs kilomètres. Donc un voyageur fait 500 km entre Lyon et Paris, c'est 500 voyageurs kilomètres. Il y en a 2 milliards dans les autocars Macron. Dans les TGV, il y en a 60 milliards.
Voilà, donc, bien sûr que l'écart Macron, c'était une bonne idée. C'est peut-être la seule mesure sociale que Macron ait jamais prise, puisqu'elle s'adressait essentiellement à ceux dont les pouvoirs d'achat est faible. Ce n'était pas du tout une mesure économique, l'écart Macron. Parce que les entreprises actuellement d'écart Macron, elles sont toutes dans le rouge. Elles perdent de l'argent, justement parce qu'elles vous le vendent 10 €. Elles devraient le faire à 15 ou à 17. Donc, vous voyez, c'est une mesure sociale qui est très utile, qui a créé des possibilités de mobilité pour des personnes qui ne l'avaient pas. Moi, j'ai soutenu cette mesure de façon évidente, pour des raisons sociales, mais d'aller croire que c'est un substitut... Allez, juste pour finir, ôtez de votre idée le raisonnement en termes de substitution. On vous dit, ah ben l'électricité va se substituer au pétrole comme le pétrole s'est substitué au charbon. C'est faux. On n'a jamais produit autant de charbon aujourd'hui dans le monde, on n'a jamais produit autant de pétrole, et l'électricité vient s'ajouter. Et quand j'entends parler d'hydrogène, de gaz, ça ne va pas se substituer, ça va s'ajouter. De même que les cars Macron n'ont pas enlevé du trafic au ferroviaire. Un petit peu, c'est pour ça qu'ils ont créé Ouigo. Mais ils ont surtout ajouté du trafic nouveau de gens qui ne se déplaçaient pas. Donc, comprenez bien que nous sommes dans une société d'abondance, et que la société d'abondance, elle fonctionne par un principe d'addition, de diversification, d'accroissement, et pas dans une logique de substitution. Oui, mais quand même, si le train était... moins cher. Marché, et l'écart très cher, et d'accord, on ne peut pas augmenter l'essence, mais l'essence pour les voitures très chère, les gens prendraient plus le train. Oui, mais vous avez raison, mais le train Lyon-Paris, il est déjà bien plein. Vous savez qu'il est excédentaire, il subventionne les autres lignes, qui sont déficitaires. Voilà, parce que la plupart des trains TGV qui circulent en France sont déficitaires. Et donc, ces déficits, il faut les compenser avec quoi ? Avec les trains excédentaires, et c'est notamment les Paris-Lyon. Voilà, donc, cette ligne-là, s'il n'y avait que cette ligne-là qui fonctionnait, les billets seraient moins chers. Mais pensez, soyez altruiste, prenez le train, et quand vous avez payé vos 60 € de train, pensez que vous êtes en train de subventionner le malheureux qui est allé de Paris à Remiremont. Très bien. Bon, je suis désolé, mais effectivement, on est